Heureux d'être avec vous aujourd'hui. En fait, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en fait, d'être en compagnie de deux invités de marque, collaborateurs de ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, sur l'impact de la pandémie sur la qualité de vie des personnes immigrantes au Québec. Alors, on est en collaboration avec François Fournier, qui est chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Observatoire, on parle d'un organisme courtier de connaissances scientifiques qui éclaire les réflexions et les prises de décision concernant les inégalités de revenus, d'opportunités et de qualité de vie. Merci beaucoup, François, d'être avec nous aujourd'hui. On est également en compagnie en fait de Stéphane Réchold, qui est directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, qu'on va appeler TCRI au cours des prochaines minutes, qui est directeur en fait de cette table-là depuis 1989. Alors, à ce titre, il est responsable de la coordination du développement de regroupement de 142 organismes. Je pense que c'est plus que ça, Oui, on est rendu désormais. à 160 là, ouais. 160, Stéphane. D'ailleurs, la pandémie nous a ramené beaucoup de nouveaux membres. Exactement, hein. Donc, ouvrant en fait justement auprès de personnes réfugiées et migrantes et sans statut au Québec. Alors, la mission de la TCRI, elle vise le soutien et la défense des droits des personnes réfugiées et migrantes au Québec dans leur parcours d'immigration et d'intégration en termes de services, d'aide, de soutien, de réflexion critique et de solidarité. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la SPQ, on est un organisme à but non lucratif qui va fêter son 80e anniversaire l'année prochaine. On est un organisme en fait qui a pour mission la santé durable de la population et on le fait à travers une multitude d'activités qui sont en relation avec la mobilisation, la sensibilisation, la surveillance et le conseil au sein du Québec. Alors, très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Je vais partager en fait dès maintenant en fait la présentation de notre côté. Une présentation en fait que vous allez voir est en plusieurs parties. Donc, hop, les excuses, on va revenir au tout début et on va commencer cette présentation-là. Est-ce que tout le monde le voit? Super. Oui. Donc, alors, c'est une présentation en fait qui va porter sur l'impact de la pandémie sur la population immigrante au Québec. Alors, comme on vous l'expliquait, la SPQ, l'OQI et TCRI sont autour de cette table aujourd'hui. C'est une présentation en fait qui va se faire en plusieurs éléments. La première, ça va être des remerciements. Un projet comme celui-ci en fait n'aurait pas pu se faire sans une multitude de personnes autour de la table. Alors, on aimerait remercier en fait ses collaboratrices et ses collaborateurs. Dans un deuxième temps, on va parler des étapes de ce projet qui vont être suivies par les grands constats et les recommandations. Et finalement, en fait, on va avoir une période de questions. Donc, on s'est fixé en fait environ 40 minutes de présentation et puis une quinzaine de minutes en fait de questions de votre côté. On va bien sûr s'ajuster. C'est une conversation entre amis autour de la table aujourd'hui. Alors, on commence avec les remerciements. Comme je vous disais, c'est un projet majeur, en fait, qui n'aurait pas pu se faire, en fait, sans les organismes signataires de ce rapport. Donc, on parle d'Accès, on parle du CIUS, on parle de Centre-Sud de Montréal, on parle de CITIM, on parle de Forum économique international des Noirs, on parle de la Maison Bleue et on parle, bien sûr, TCRI est présent avec nous aujourd'hui. Et bien sûr l'OQI. On aimerait remercier en fait le gouvernement du Québec pour son soutien financier et plus particulièrement le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui a collaboré étroitement en fait justement à mettre en place un projet comme celui-ci. On aimerait également remercier en fait les collaboratrices et les collaborateurs pour la relecture de ce rapport, des ajouts, des modifications. Alors, on est avec la professeure et chercheur principale du projet de recherche-action, Kera Beldia-Ziane. On est également avec l'agent de planification, de programmation et de recherche au niveau de la Direction générale de la santé publique de Montréal, Florence Bourdeau. Fanny Dagenet, qui est la directrice générale de l'Observatoire des Tout-Petits, Farah Désiré, qui est également en fait à la direction régionale de la santé publique de Montréal en tant que médecin conseil, Maud Landvril, qui est agente à la planification au sud du centre-ville centre-sud de l'île de Montréal, Erika Massoud, qui est à la TSRI en tant qu'agente de soutien aux opérations, Véronique Nadeau-Grenet, qui est au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal en tant qu'agente de planification, Lavania Narasia, qui est médecin conseil en fait à l'équipe également de la DRSP de Montréal, Nadja Polaire,
qui est la directrice générale de Médecins du Monde, Stéphane bien sûr qui est ici, et Sandy Torres qui est rédactrice analyste de l'Observatoire québécois des inégalités. Il y a un nom très très important que vous voyez pas ici, puis une personne qui a joué un rôle majeur en fait dans un projet comme celui-ci. Il s'agit d'Anne-Marie Morel, qui est à l'équipe de l'ASPQ, qui agit en fait en tant qu'experte en fait dans des problématiques comme celle-ci, puis qui a vraiment en fait coordonné l'écriture d'un rapport comme celui-ci. Alors merci Anne-Marie pour son travail assez incroyable tout au long de ce projet. Alors, les étapes de ce projet, pour vous donner un peu un historique en fait de sa création et puis après les étapes qui ont été mises en place lors de celui-ci. Dans un premier temps, en fait, il faut se remettre en mars 2020 avec justement l'arrivée de la pandémie et l'OQI en fait qui a l'excellente idée en fait de publier un rapport qui s'appelle Inégaux devant la pandémie. C'est en collaboration avec l'ASPQ, avec Mission Inclusion et avec Oxfam Québec. Un rôle extrêmement important en fait parce que lors de cette publication de ce rapport, on va identifier une multitude de populations qui sont beaucoup plus vulnérables par rapport à la pandémie, dont justement les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes immigrantes. Alors, en été 2020, il y a également en fait une publication extrêmement importante qui est faite par le groupe Sherpa, qui porte en fait sur l'impact de la crise de la COVID-19 sur les communautés culturelles montréalaises, enquête sur les facteurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables. C'est un rapport qui a été extrêmement important et qui a porté justement sur l'impact de la pandémie sur des communautés culturelles en début de pandémie plus particulièrement. En décembre 2020, on a eu le privilège en fait de publier un rapport qui s'intitule Inégalité de genre, impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé et la qualité de vie des femmes au Québec. C'est un rapport qui a été fait par la SPQ, l'OQI et 13 partenaires clés, un rapport extrêmement important en fait qui a mis un peu la méthodologie derrière le rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui a été en fait présenté en février 2020, donc ça fait quelques semaines. Et voilà, donc on va vous présenter en fait un projet qui a été fait en 3 différentes étapes. La première étape, en fait, c'est une revue de littérature. La deuxième étape, c'est un sondage qui a été fait en compagnie de l'entreprise Léger. Et finalement, on a un sondage terrain qui a été mené en compagnie en fait d'une 50aine de participants et de participantes expertes sur le terrain. Alors, pour la revue de littérature, François, est-ce que tu peux nous en parler davantage de ton côté? Bien sûr, merci Thomas. Bonjour tout le monde. Donc, la revue littérature s'est faite il y a 1 an. Et elle couvre essentiellement, il y a eu pas mal de littérature à ce moment-là, la première vague. Quand on parle de première vague, si on parle de première vague, évidemment, de la pandémie, c'est de mars 2020 à juillet 2020. Donc, les résultats, il y a eu d'autres résultats qui sont venus par après et le bilan reste à faire. Mais donc, à l'époque, il y a 1 an, on a fait une revue littérature avec une 50aine d'articles de revues scientifiques et de rapports de recherche, beaucoup de Statistique Canada aussi. Et puis, donc, ça couvrait les personnes immigrantes, mais aussi les communautés de personnes racisées. Quelque chose qu'on oublie souvent, c'est en fait l'importance, il y a 70% des personnes immigrantes au Canada qui sont racisées aussi. Donc, il y a vraiment une convergence là à ne pas oublier. Donc, c'est ça. Donc, et je pourrais dire, sans vouloir voler le punch, que les conclusions de cette revue de littérature-là sont extrêmement convergentes avec les conclusions du sondage et du sondage auprès des personnes immigrantes et également auprès des organisations. Merci François. Non, tu n'as pas volé le punch, ne t'en fais pas. On a encore beaucoup d'informations justement à partager. Alors, j'aimerais passer en fait justement sur l'étape 2 qui a été en fait la réalisation d'un sondage léger qui s'est fait en collaboration justement avec une multitude de partenaires sur le terrain. Notre objectif, c'est un sondage en fait qui a été mené du 4 au 19 mai 2021. C'est un sondage qui a été réalisé en français et en anglais et qui a permis en fait la collecte de réponses de 700 immigrants qui sont au Québec depuis 7 ans et moins, avec une marge d'erreur d'environ 3,7%.
Comme vous savez, en fait, la réalisation d'un sondage est extrêmement compliquée, hein, surtout quand on parle de personnes qui ne parlent ni français ni anglais. Donc, ça peut être considéré comme un biais. Et la deuxième chose aussi, c'est que, étant donné que la population se restreint de plus en plus quand on réduit en fait le nombre d'années passées sur le territoire, ça a été compliqué d'aller chercher ces années-là. Au début, en fait, on voulait aller chercher des personnes qui étaient au Québec depuis moins de 5 ans. Mais malheureusement, étant donné la taille de l'échantillon qui n'était pas assez importante pour avoir des données statistiques fiables, on a décidé en fait d'aller jusqu'à 7 ans et moins. Néanmoins, en fait, vous allez voir, les données sont quand même très importantes et puis corroborer plutôt avec la revue de littérature, avec le sondage de terrain, on obtient des données qui sont relativement homogènes. Stéphane, est-ce que tu veux nous parler un peu plus en fait du sondage de terrain et puis justement des collaborations que TCRU a eues justement avec une multitude de partenaires par rapport à l'évaluation de l'impact de la pandémie sur une multitude d'organismes à but non lucratif qui justement viennent en aide à la population immigrante et de réfugiés au Québec? Oui, c'est ça. On a travaillé avec vous, surtout au niveau des organismes qui sont sur le terrain, qui ont collaboré justement pour essayer de rejoindre les personnes. C'était pas évident. On se souvient, tout le monde était en télétravail, hein, surtout la première année. Et puis, je dirais que ça a été moi personnellement, j'ai pas beaucoup collaboré par rapport à ce sondage-là. C'est plus Erika, donc j'ai pas tous les détails de comment ça s'est fait, mais c'est sûr que c'est au niveau il n'y a pas de grande surprise en termes de réponse. Du point de vue anecdotique, on s'en doutait un peu. Mais c'est très bien que ce soit maintenant documenté et analysé et bien que, effectivement il y a un problème majeur par rapport aux personnes immigrantes et réfugiées, mais particulièrement, je pense que ça on l'a vu venir, les personnes qui étaient en situation de vulnérabilité à cause de leur statut d'immigration ou carrément n'avaient aucun statut. Hein. Oui, complètement. Alors, ce qui est intéressant par rapport au sondage terrain, et puis comme tu le disais, c'est qu'à la fois, en fait, avec le réseau de TCRI, vous aviez déjà mené en fait une multitude de sondages et puis de questionnements en fait auprès de vos membres, et on est allé chercher en fait des conversations complémentaires, des organismes complémentaires qui sont venus en fait nous aider à avoir une vision un peu plus complète en fait de la situation, et notamment en fait en relation avec des publics ou des populations un peu plus spécialisées, un peu plus ciblées. On vous invite justement en fait à aller voir le rapport. Si je ne me trompe pas, en fait, il se trouve dans le chat. Vous allez voir en fait la liste des partenaires qui ont justement collaboré à ce sondage terrain plus particulièrement. Alors, on va, sans plus attendre, en fait, rentrer directement dans l'espace des grands constats et des recommandations. Comment, en fait, ça va être fait de manière générale. On va aller, en fait, sur 10 constats de ce rapport, 10 qui se trouvent, en fait, dans un résumé qu'on a mis en page de notre côté aussi et qui a été diffusé au cours des dernières semaines. C'est vraiment, en fait, la pointe de l'iceberg, hein, on va se le dire. Il y a une multitude de recommandations qui sont beaucoup plus spécifiques, qui se trouvent dans le rapport également, ou alors des constats qui sont plus spécifiques et qui se trouvent dans le rapport. Mais étant donné qu'on a un temps limité aujourd'hui, et puis que votre temps est limité également, on s'est dit en fait qu'on allait se limiter à ces 10 constats-là avec 10 recommandations de notre côté. François, Stéphane, est-ce que c'est bon? On commence avec les constats? Ça vous va? Oui, je sais pas, tu veux y aller, François? Oui, c'est bon. Regardez, là, on va commencer en fait avec cette slide, elle est quand même très, très importante, hein. Au Québec, environ 1 personne sur 7 provient de l'immigration. Parmi celles-ci, de nombreux anges gardiens tiennent des rôles essentiels depuis le début de la crise sanitaire, notamment dans les systèmes de santé et de l'alimentation. La pandémie de COVID-19 a ainsi révélé encore davantage la contribution indispensable de ces personnes pour notre société. En revanche, elle les a généralement affectées plus durement. Alors, constat numéro 1, surexposition au virus et à la surmortalité. François, est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Oui, merci Thomas. Oui, en fait, je vais y aller avec une statistique. Surtout, je vais passer sur les cas confirmés et aller directement au décès. En fait, les immigrants au Québec représentent environ 14 de la population, mais ont constitué 18 des décès liés à la COVID-19. Et à Montréal, on a surtout des chiffres là, à Montréal. Euh, les arrondissements de Montréal-Nord, Côte-Saint-Luc, Annecy, Quartier-Ville, qui comptent entre 41 et 46 d'immigrants, des taux de mortalité liés à la COVID bien supérieurs à la moyenne de 256 pour 1000. Il faut noter aussi que, bon, par exemple, les arrondissements de la Chine, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, qui comptent seulement pour 21 à 23 des migrants, ont également des moyennes supérieures à la moyenne. Donc, c'est lié, les décès, la surexposition, c'est lié beaucoup aussi aux conditions de vie, à la pauvreté, au type de travail fait. Justement, bon, pour éclairer pourquoi ces chiffres-là, l'explication, pourquoi les personnes immigrantes ont été frappées plus fortement par le virus durant la première vague, la pandémie, c'est parce qu'ils ont été davantage exposés. Pourquoi? Plusieurs raisons, et plusieurs raisons qu'on trouve dans la littérature qui, pas juste au Québec, mais au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe. Donc, pourquoi cette surexposition-là? Le type de travail exercé, c'est beaucoup des immigrants qui travaillent en première ligne, donc qui sont des travailleurs essentiels en santé, mais aussi dans le secteur de l'alimentation, les épiceries, les abattoirs. Donc, il y a moins de télétravail possible aussi pour les personnes immigrantes. Ils utilisent plus de transports en commun. C'est évidemment plus propice à la contamination. Certains vivent davantage dans des quartiers plus denses, des logements plus étroits et multigénérationnels. Et aussi, c'est important de noter, puis ça, c'est pas seulement la littérature qui le note, mais que la vulnérabilité à la COVID a été accentuée pour certains par la méconnaissance du français et de l'anglais. On a quand même quelques dizaines de milliers de personnes à Montréal qui ne maîtrisent ni l'une ni l'autre langue. La vulnérabilité aussi à la COVID a été accentuée par la présence d'autres priorités que de prendre des mesures de précaution ou même de se faire dépister. Parce que se faire dépister quand tu es immigrant, tu as un statut précaire, ça veut dire si tu es dépisté positif, tu perds ton emploi pour un petit bout. Et on sait que le statut de l'immigrant est lié directement à l'emploi. Donc, c'est très problématique pour ça. Oui. Merci François. Est-ce que Stéphane, de ton côté, est-ce que tu veux rebondir justement, surtout sur le dernier élément? On parle justement de statut, de surexposition, virus et de surmortalité. Est-ce que tu aurais des commentaires par rapport à ça? Oui, c'est ce qu'on constatait aussi, là, pas de manière chiffrée, là, mais l'extrême exposition à la COVID pour les personnes qui, justement, parlaient pas ni le français ni l'anglais, avaient des statuts précaires ou carrément des sans-statut qui avaient peur de se faire identifier s'ils allaient demander de l'aide. Donc, et surtout pendant la première vague, c'est au printemps 2020, jusqu'à tard dans l'été, on s'est rapidement, les organismes sont rapidement rendus compte que au niveau des mesures qui étaient élaborées à Québec au niveau gouvernemental, que ce soit les fermetures des écoles, les confinements, enfin on se souvient, enfin, on essaye de se souvenir, on essaye d'oublier aussi ce que c'était au printemps. Il n'y avait aucune considération qu'il existait des immigrants au Québec, des personnes issues de l'immigration récente en plus. Et donc, aucun effort de traduction, je vous rappelle, on a dû, pour l'anecdote, on a dû au départ, là, quand il y a eu, tout le monde devait aller se faire tester.
on s'est rendu compte que les personnes qui n'avaient pas de carte de RAMQ n'avaient pas accès au test, au centre de test. Donc, se faisaient retourner là par les gardes. On est très vite intervenu politiquement pour dire que ça n'a aucun sens. Il y a eu une directive du ministre de la Santé qu'on n'avait pas besoin d'être couvert par la RAMQ et ça a duré plusieurs mois avant que cette directive est arrivée en bas. Donc, juste un exemple très concret là, avec quoi nous, les organismes avaient affaire là. Ouais. OK. Merci beaucoup, Stéphane. Très intéressant, en fait, ce point-là. Et puis, comme tu le disais, François, il est relié, en fait, très, très étroitement. Et puis, Stéphane aussi, tu le disais, hein, ce point est relié très étroitement avec d'autres points qu'on va voir par la suite. On va y aller, en fait, de ce pas, si ça vous convient. On va parler en fait davantage en fait de la dégradation de la situation financière et des conditions de vie. Alors, dans le sondage qui a été mené justement auprès des personnes au cours du 4 au 19 mai 2021, plus particulièrement, le revenu de 36% des répondants a diminué depuis la pandémie, alors qu'il a augmenté pour 24% d'entre elles ou eux. Donc, c'est quand même important, en fait, cette modification-là. Et puis, pendant une période sans emploi, seulement un répondant sur deux a eu recours à une aide gouvernementale pour remplacer leur revenu. On parle de 47%, en fait, comme la prestation canadienne d'urgence PCU. Alors, François, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, est-ce qu'au niveau de la littérature, on a eu des explications par rapport à ça? Et puis Stéphane, peut-être tu pourras rebondir là-dessus. Oui, merci Thomas. En fait, les personnes immigrantes ne sont pas surreprésentées seulement dans les emplois jugés essentiels, ils le sont aussi, et plus particulièrement les immigrants récents, dans les secteurs d'emploi plus précaires à la base. Les secteurs qui ont ralenti ou même fermé avec la pandémie, comme la restauration, l'hôtellerie, l'hébergement, le travail domestique. Et d'ailleurs, c'est une constante un peu observable partout dans le monde. Les personnes immigrantes sont plus souvent gravement touchées par les ralentissements économiques que les personnes nées au pays. Donc, les répercussions économiques de la pandémie ont été plus fortes là, pour ces populations. Merci. Stéphane? Oui, effectivement, là, c'est ce qu'on a constaté aussi. D'ailleurs, pour avoir vu des études semblables en Ontario, ça correspond tout à fait à nos résultats aussi. Pas pour nous rassurer qu'en fait, on n'est pas si les pires, mais dans le fait que généralement, la population immigrante a été beaucoup plus affectée par la Covid, par la pandémie, que la population en général, en termes financiers aussi, bien sûr. Aussi, ce qu'on a aussi, nous, on a réagi assez rapidement aussi, je pense, la TCRI, parce qu'on sentait aucun soutien du côté gouvernemental, du côté ministériel, pour faire, au niveau communicationnel, pour tout ce qui était les mesures, tout ça. Donc, on a rapidement monté des webinaires, justement, pour nos membres, pour bien pouvoir comprendre toutes les mesures PCU, etc. Qu'est-ce qu'on fait en situation de travail, en situation de chômage et toutes les conséquences pour qu'eux puissent relayer ça à leur clientèle. Donc, on a fait des dizaines de webinaires justement sur ces questions-là. Là encore, très peu d'outils, très peu d'informations, très peu de soutien du point de vue gouvernemental. Donc, de notre côté, là, on est encore avec un enjeu de communication en grande partie, Ouais. si je ne me trompe pas, Stéphane et puis François, là, surtout en fait par rapport à ces deux premiers volets qui sont touchés. Il y a quand même une donnée qui est importante et puis qui arrive en dernière de cette slide-là, c'est l'impact en fait de l'inflation des denrées et des loyers, pardon, en fait, dont l'insécurité alimentaire. Alors, on a un recours sans précédent aux banques alimentaires et on voit en fait que celui-ci il a triplé en fait dans certains quartiers pluriethniques. Stéphane, plus particulièrement, est-ce que vous voyez en fait des impacts plus concrets? Est-ce que vous avez des commentaires en fait de la part de vos membres par rapport à ça?
Oui, absolument. C'est sûr que les banques alimentaires ont été extrêmement sollicitées, beaucoup plus que d'habitude par les personnes, parce qu'il y avait vraiment des problèmes. Et aussi, ce qu'on voyait beaucoup, et je pense que vous en parlez dans le rapport, c'est que surtout les personnes immigrantes qui étaient en voie de régularisation ou d'attente de résidence permanente ou d'attente au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié pour les demandeurs d'asile, n'osaient pas demander de l'aide, notamment la PCU, parce qu'ils avaient peur que ça ait un impact sur leur dossier d'immigration. C'est Mhm. sûr qu'on essayait de détricoter ça, là, mais vous savez, c'est souvent, donc il ne faut prendre aucun risque. Donc, beaucoup n'osaient pas demander la PCU, n'osaient pas demander de l'aide, n'osaient pas aller voir un médecin à cause parce qu'ils avaient peur que peut-être ils n'auraient pas leur résidence permanente. Complètement. Ben, merci. On continue justement en fait sur les points qui s'en viennent, étant donné que le temps file devant nous là. On a vu en fait enfin là on continue en fait sur la dégradation de la situation financière et des conditions de vie justement. On parle justement des aménagements de maisons, on parle on parle aussi de conciliation famille-travail plus particulièrement. François, Stéphane, est-ce que vous voulez répondre en fait sur les données ici en fait qui parlent justement sur l'aménagement au niveau de la maison ou sur la garde plus particulièrement en fait pour le service et puis aussi en fait le revenu qui serait perdu si malheureusement en fait l'un des parents devait quitter la maison et puis continuer à travailler. Stéphane, je te passerai la parole parce que je pense que vous avez bien documenté ça dans la littérature. C'était peut-être un peu trop tôt quand il y a un an pour que je trouve des traces de cette problématique-là. Super. Oui, c'est sûr que la situation du logement est majeure, hein. Beaucoup de personnes immigrantes récentes, en fait, on le sait, on a des conditions de logement, souvent des grandes familles dans des petits logements. On se souvient avec toute la fermeture des écoles, donc les enfants, tout le monde était dans la maison, il n'y avait pas d'espace. Très peu d'accès Internet. Donc, tout ça fait en sorte que oui, il y a eu des impacts majeurs là, sur ces populations-là au niveau du logement. Et aujourd'hui, au niveau de la perte d'emploi aussi, là, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, les gens n'osaient pas aller demander de l'aide. Donc, des situations vraiment très, très, très inquiétantes et préoccupantes. Mm. On va revenir un peu plus particulièrement en fait sur la moitié des parents pour qui en fait le manque d'accès à un service de garde prive leur famille d'un deuxième revenu. Il y a une notion par rapport à ça, là, mais j'aimerais quand même qu'on la garde euh, comme quelque chose au-dessus de notre tête là parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important par rapport à la suite des travaux. On va parler en fait des conditions d'emploi. Plus particulièrement, alors 14% des personnes dans le sondage avaient indiqué en fait qu'elles ont perdu leur emploi au cours de la pandémie. 9 en ont retrouvé un en fait par la suite. Et en plus de ça, en fait, il y en a quelques-uns qui ont retrouvé en fait un nouvel emploi, ce qui est à mon avis très important en fait, plus particulièrement dans cette slide-là, c'est que une perte d'emploi impose un stress supplémentaire pour les personnes immigrantes qui n'ont pas encore reçu en fait de statut permanent au Canada. Stéphane, on revient toujours en fait sur la problématique du statut plus particulièrement. Oui, non, c'est clair là. Bon, peut-être nous, on l'a plus documenté au niveau des demandeurs d'asile. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui vivent au Québec et notamment dans la grande région de Montréal. Euh, qui ont tous des permis de travail, donc qui ont accès au marché du travail, mais par exemple, ils n'ont pas accès aux garderies. Il y a aussi, je pense que ça a été bien documenté aussi, de beaucoup d'emplois, de
dans les horaires atypiques, les emplois la nuit et tout ça, ce qui posait lors du confinement là, un stress important pour les personnes qui devaient sortir malgré tout pour aller travailler et avaient peur d'être arrêtés, de devoir payer des amendes parce que les employeurs ne les couvraient pas. Et aussi, toutes les personnes, on sait qu'il y a beaucoup, surtout dans les statuts précaires, des personnes qui travaillent par le biais d'agences de placement. Donc, ce n'est pas l'employeur qui est responsable, mais l'agence de placement. Et on sait que les agences de placement parfois peuvent être sont vraiment très problématiques en termes de sécurité du travail et de protection au niveau des employeurs, des employés. Ouais. Oui, c'est ce qui revient en fait dans plusieurs commentaires en fait avec certains employeurs qui seraient peu respectueux en fait des normes de santé et de sécurité au travail. Merci Stéphane. Est-ce que François, tu veux rebondir là-dessus de ton côté? J'ai vraiment rien à rajouter. Je pense que Stéphane a fait le tour. OK. L'idée étant que c'est ça, ce sont les immigrants occupent des emplois qui sont dans des secteurs qui ont été plus touchés. Ça a été vraiment la tempête parfaite là, pour les immigrants d'une certaine façon. Donc, c'est ça. C'est restauration, hôtellerie, hébergement, travail domestique. C'est des secteurs durement touchés avec le stress économique que ça a rajouté. Et puis, on va voir l'effet aussi que ça peut avoir sur la santé mentale des personnes. C'est d'autant plus problématique, surtout en fait par rapport aux conditions d'emploi, et puis on aura la chance d'en parler peut-être dans la période de questions, hein, sur le fait que malheureusement, beaucoup de personnes, en fait, on parle aujourd'hui en fait d'un système de santé qui est bouché et qui ne fonctionne plus en fait comme il devrait fonctionner. Et là, en fait, ce qui se passe de notre côté, malheureusement, c'est que les personnes du milieu de la santé sont dans des conditions d'emploi qui sont quand même très, très problématiques de notre côté. Donc, on va pouvoir y revenir aussi là sur le fait que le système de santé actuel, par exemple, on a des personnes qui nous disent que c'est problématique. On a énormément de personnes qui sont soit en congé maladie ou en burn-out, mais aussi en fait avec des personnes immigrantes qui malheureusement sont pas dans les meilleures conditions de travail de leur côté. Merci. Alors, on continue de notre côté avec violence et racisme plus particulièrement. Sur cet effet-là, en fait, j'aimerais juste revenir sur la phrase qui est en bas, qui est dans notre sondage, près d'une personne immigrante sur 3 indique s'être sentie déprimée, désespérée, agitée, comme si tout était un effort, anxieuse et ou bonne à rien, la plupart du temps, 22%, ou tout le temps, 9% depuis la pandémie. C'est des données qui sont extrêmement tristes et graves. Stéphane, François, est-ce que vous pourriez commenter en fait par rapport à justement cette slide-ci plus particulièrement? Bien, c'est sûr que quand on additionne la surexposition au virus, la dégradation plus marquée de la situation professionnelle et le racisme, ça fait tout un cocktail là, pour déprimer un peu solide. Et bon, étant donné que la diapo est sur la violence et le racisme, ce qui était clair dans la littérature et ce qui était clair sur le terrain aussi, c'est la hausse substantielle du racisme, en particulier contre les personnes d'origine asiatique. Bon, quelque chose de frappant, c'était les données, pour une fois que le service, la SPVM a des données là-dessus, que le nombre d'actes racistes de crimes haineux envers les Québécois d'origine asiatique avait quintuplé depuis le début de la crise sanitaire. Donc, c'est très spectaculaire. Stéphane, est-ce que… Je suis je suis d'accord avec ce que dit François, effectivement. Ceci dit, on sait qu'en temps normal, déjà, il y a des problèmes de racisme et de discrimination. Hein, c'est quand même bien documenté. C'est pas pour rien qu'on a maintenant un ministre de lutte contre le racisme. Alors, c'est sûr que la situation pandémie, là, c'est venu exacerber la situation.
Et ça a été, je sais qu'il y a eu plusieurs reportages dans les médias, justement, là, des personnes d'origine asiatique là, qui ont été agressées verbalement dans le métro, dans la rue, à cause de ce mythe du virus chinois. Donc, non, effectivement, je pense qu'il faut le répéter, le souligner, là, que Ouais. c'est un enjeu majeur. Là, ouais. Super. Merci Stéphane, merci François également. Un enjeu vraiment majeur, comme vous le dites. On continue en fait de notre côté. Hop, avec la barrière linguistique plus particulièrement. Alors, on en a parlé précédemment, en fait, par rapport à plusieurs actions. Stéphane, tu le disais très bien, François, ça a été documenté également, en fait, à de nombreuses reprises. Les barrières linguistiques ont compliqué, en fait, l'accès à l'information et à divers services à distance, mais aussi, en fait, sur la compréhension des mesures qui étaient mises en place pour justement des personnes qui auraient voulu se faire dépister, avoir des soutiens financiers spécifiques. On sait qu'il y a certains immigrants en fait qui ne parlent pas le français ni l'anglais. Stéphane, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? On en a parlé là, effectivement, je veux dire, dans les mesures d'urgence au niveau gouvernemental, au niveau de la santé publique à Québec. Il y a eu, je dirais, la première année, là, absolument aucun effort en termes de communication dans une autre langue que le français et l'anglais. Et bon, je sais que la santé publique à Montréal a sonné l'alarme à plusieurs reprises, mais ça n'a absolument rien donné. Ben, il y a le collègue Adina de Access qui est avec nous aussi, là, pour en parler. Access, dès, je pense, les premiers jours de la pandémie, avait interpellé le ministère de la Santé pour leur proposer de traduire les pamphlets là, qui circulaient. Je ne sais pas, Adina, tu veux peut-être dire qu'est-ce que c'est, est-ce qu'ils peuvent parler, les personnes qui participent? On laissera Stéphane parce que là, malheureusement, le temps est en train Ah, d'être compté et puis il nous reste peu de temps, mais on va laisser en fait ouais, Alina peut-être ok, bah, commenter je vais donner la réponse, mais Adina pourra compléter Oui, après. bien Non, sûr. effectivement, Oui. ça a été refusé. En fait, ils se disent, bon, ça ne nous intéresse pas de traduire, si on n'a pas le temps, puis ça coûte trop d'argent. Ouais. C'est à peu près ça qu'ils ont répondu. Hein. Ouais. Ouais. Et on pourra revenir en fait par rapport aux solutions à cet effet là directement. On a des recommandations plus particulièrement là-dessus. C'est un enjeu qui est très très important et qui revient à de nombreuses reprises à la fois en fait dans les sondages, dans les communications qu'on a eues avec les partenaires sur le terrain et puis même au niveau en fait de la littérature, la communication. Donc on va y revenir. On commence à aller un tout petit peu plus vite. Je suis vraiment désolé. On va augmenter la cadence pour être justement en fait dans le temps de notre côté. On va parler en fait de la fréquentation d'un organisme offrant des services aux immigrants. Alors, il y en a quand même 29% en fait qui ont la connaissance d'un organisme communautaire qui offre des services aux immigrants ou aux immigrantes. C'est une partie en fait qui pourrait être beaucoup plus grande. On parle justement en fait d'avoir des ressources qui sont sur le terrain qui puissent être là pour accompagner en fait les personnes dans ce milieu. Stéphane, est-ce que tu veux rebondir là-dessus en fait par rapport au rôle des organismes socio-communautaires et par rapport du service qui est fait aux immigrants? Effectivement, c'est un grand enjeu déjà en temps normal, c'est que les services aux nouveaux arrivants, surtout, offerts par les organismes, par le réseau là, de 90 organismes au Québec et aussi beaucoup à Montréal, sont relativement peu connus et il y a peu, il y a peu de publicité qui est faite, il y a peu d'informations qui est donnée. Si vous allez par exemple sur le site du ministère de l'Immigration du Québec, vous trouverez vraiment sur une 5e couche du ministère, du site web du ministère, qu'il existe des services pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est très peu connu. Donc, il y a beaucoup, les autres ministères comme la santé, le MTS, en général, ne connaissent pas le réseau des organismes qui donnent des services donc, il y a peu d'informations et les organismes sont un peu laissés à eux-mêmes à faire connaître leurs services par des campagnes de publicité ou ce qui s'est passé beaucoup, en fait, sur les premières semaines, certains organismes avaient fermé parce qu'il n'y avait pas, on ne disait pas quoi faire. Donc, on a décidé, la plupart des organismes ont décidé de réouvrir assez rapidement, au bout de 2, 3, 4 semaines, au mois de mars, avril.
et ont commencé à contacter leurs usagers habituels, dont ils avaient les contacts, justement les appeler chez eux, leur envoyer des courriels et tout ça, pour leur demander, est-ce que vous avez des besoins, tout ça. Donc, il y a une mobilisation de beaucoup d'organismes dans les arrondissements de Montréal et aussi ailleurs au Québec pour, pour aider, mais c'était spontané des organismes. Là, il n'y a pas eu de directive ou de suggestion ou de mesures quelconques là, du gouvernement là, par rapport à ça. Là. Et en plus de ça, en parallèle, on a vu aussi un essoufflement parce que le tissu socio-communautaire est pas aussi fort en fait qu'autre d'autres tissus quand on parle justement de ressources humaines plus particulièrement et puis de fonds en fait pour faire fonctionner ces ressources humaines-là. Donc la fragilité en fait de ce réseau-là et qui est une fragilité qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, a fait en sorte aussi que ça a fragilisé en fait les organismes communautaires de manière générale, la pandémie. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit en fait sur la deuxième partie de cette slide plus particulièrement. Mais à comprendre en fait vraiment deux choses, l'enjeu de connaissance et de communication des organismes sur le terrain qui peuvent offrir des services et après l'essoufflement des personnes au sein des organismes communautaires qui ont vu cette vague déferler et puis qui se sont donné un peu corps et âme mais qui n'ont pas su en fait être accompagnés jusqu'au bout. Merci. On va continuer. François, je ne t'oublie pas, hein, ne t'en fais pas là. On essaie d'aller juste un tout petit peu plus vite étant donné qu'on court après le temps. On va aller en fait vers les habitudes de vie dans lesquelles en fait on se rend compte que la dégradation, elle est on va dire de manière générale. On a 65% qui sont plus préoccupés par leur poids, 63% qui ont mangé plus, près de trois quarts qui ont un niveau d'activité qui a été plus faible. On a la consommation d'alcool qui a augmenté, la consommation de cannabis aussi, la consommation de tabac. De manière générale, en fait, on se rend compte que pendant la pandémie, les personnes immigrantes ont eu une détérioration en fait, de leur qualité de vie. Est-ce qu'on se trompe là-dessus, François, plus particulièrement? Non, disons que les données à l'époque où j'ai fait la revue de littérature étaient extrêmement fragmentaires, mais le sondage, en tout cas, confirme les données qui étaient fragmentaires. Mais il faut dire que, bon, je ne pourrais pas m'avancer pour dire s'il y avait une différence très importante en termes d'effets sur la santé mentale ou de consommation de substances. Je pense qu'on a besoin d'un bilan plus serré qui va sûrement, les données là, commencent à rentrer, à être accumulées sur 2 ans. Donc, on va être en mesure de faire quelque chose de plus complet. Exact. Merci beaucoup. On passe directement en fait sur la slide suivante en fait avec l'accès aux soins plus particulièrement. Alors Stéphane, tu en avais parlé, hein, cet accès aux soins en fait qui est problématique par rapport au statut plus particulièrement. On parle aussi en fait du statut pour les demandeurs d'asile qui est encore plus problématique ou les sans statut et leurs familles plus particulièrement. Est-ce que tu peux en parler davantage? Oui, c'est beaucoup la couverture médicale d'il y a 2 ans. Bon, ça a un peu changé. Il y a eu des améliorations. Là, maintenant, tous les enfants sont automatiquement couverts par la RAMQ, peu importe leur statut. Là, c'est une bataille qu'on a gagnée tout récemment, là, l'automne dernier. Mais disons qu'en 2020, la première année, on estime à plusieurs centaines de milliers des personnes qui n'ont pas de couverture RAMQ au Québec. Hein. C'est quand même, ça fait beaucoup de monde dans un contexte de pandémie. Faut imaginer ce que ça veut dire. Bien qu'on nous a assuré, puis à un moment donné, sur le site web du ministère de la Santé, c'était inscrit, mais juste en français, que pour tout ce qui touchait la COVID, tout ça, on pouvait se faire soigner sans carte RAMQ. Mais comme je le disais tout à l'heure, premièrement, les gens ne le savaient pas, avaient peur que ça ait un impact sur leur dossier d'immigration. Et ce qui est d'autant plus malheureux, c'est qu'on n'a pas vraiment appris de cette leçon-là. C'est que quand la vaccination a commencé, rebelote, demander la carte de la RAMQ pour les personnes, et on a dû intervenir pour bien expliquer qu'on peut se faire vacciner même si on n'est pas RAMQ, mais ça a pris plusieurs mois de nouveau avant que le gouvernement intervienne
plus proactivement là pour. Ouais. Ouais. Ah oui, non, merci Stéphane. On continue justement en fait avec la vision de l'éducation en fait plus particulièrement en fait. Et ça, c'est une donnée qui est très compliquée. On parle bien sûr de fracture numérique et puis on en a déjà parlé en fait par rapport à l'équipement qui était au sein des maisons, mais on parle également en fait de la communication avec les écoles, notamment en fait le fait qu'un cinquième des parents qui ne comprennent pas en fait facilement les communications de l'école ou du service de garde, et ça vient en plus en relation avec les services de garde desquels on a parlé en fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous voulez rajouter en fait quelque chose par rapport à ces données-là, Stéphane ou François? La littérature parlait de discontinuité scolaire plus accentuée. Et puis, il y a évidemment la question de la fracture numérique, c'est-à-dire l'accès à Internet, la littératie numérique. C'est tous des problèmes là, qui étaient déjà présents, mais accentués évidemment par le manque d'accompagnement lié à la pandémie. Merci. On continue, si ça vous convient. Je suis vraiment désolé, on est proche en fait du temps pour les questions. Donc, on va arriver en fait avec le processus d'immigration et d'intégration. Alors, ce processus-là, on en a déjà parlé de notre côté. On parle bien sûr en fait du statut, on parle bien sûr en fait de la communication qui est en relation avec la distanciation, le confinement, la suspension de multitude d'activités culturelles et autres. Donc, c'est certain qu'on s'est retrouvé avec des personnes immigrantes qui ont été plus isolées, alors que justement, en fait, dans un processus d'immigration et d'intégration, ce qu'on recherche, c'est vraiment en fait cette collectivité, c'est cette capacité en fait de rejoindre des activités, de rejoindre du monde et puis de s'intégrer en fait justement à des communautés existantes. On parle également en fait des délais de traitement de dossiers et je pense que ça, Stéphane, le délai des traitements là, ça atteint Ouais, en fait ça, c'est un gros un enjeu majeur et qui a un impact aussi sur la santé mentale majeur, sur les personnes qui attendent. Et bon, on sait déjà, avant la pandémie, il y avait un problème avec les délais, surtout du côté fédéral, mais ça s'est amplifié d'une façon absolument incroyable. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté, là, tous les systèmes là, du côté fédéral. Ça a pris des mois et des mois et des mois avant qu'ils recommencent à traiter des dossiers et encore de manière très inégale. Donc, ça a prolongé de manière exponentielle les délais dont on parle tous les jours dans les journaux aujourd'hui. Puis, ce qui est d'autant plus perturbant en fait dans les données qu'on a obtenues à ce jour, c'est que quand on parle en fait du processus d'intégration des personnes et puis surtout du stress en fait qui est encouru quand on est en fait dans ces délais-là, c'est que ça freine justement à l'intégration, ça freine à l'adaptation et ça a un coût économique. C'est des personnes en fait qui malheureusement s'intègrent moins en fait dans le système éducatif, qui sont moins performantes en fait dans le milieu du travail ou qui sont pas reconnues en fait dans le milieu du travail à certains égards. Donc en fait, on freine une économie à travers justement une multitude de choses qui sont mises en place en fait et qui compliquent la vie des personnes immigrantes depuis le début de la pandémie plus particulièrement. On continue alors justement avec les recommandations et puis je vais passer à travers les recommandations très très rapidement parce que suite aux différents témoignages qu'on a eus de la part de François et de Stéphane, on a pu voir en fait ce qui s'en vient. On parle de régulariser les statuts, de garantir des conditions de vie décentes aux personnes immigrantes, d'offrir un toit aux soins pour toutes et pour tous, autoriser l'accès aux placements subventionnés dans un service de garde, accroître le financement des organismes desservant spécifiquement les personnes immigrantes et augmenter la souplesse des programmes de soutien, reconnaître les vulnérabilités des immigrants et des immigrantes récentes et investir en fait en prévention, lutter contre le racisme, la discrimination et la violence, pallier la fracture numérique, soutenir l'emploi et finalement collecter des données désagrégées et mener des analyses intersectorielles pour comprendre davantage en fait la situation des personnes immigrantes au Québec plus particulièrement. Je suis vraiment désolé, on a dépassé en fait les délais par rapport à la présentation. Il est 11h54. Sans plus tarder, en fait, merci beaucoup François, Stéphane, en fait, pour l'interaction en fait dans le cadre de cette conversation-là. Moi, ce que je vais vous proposer en fait, c'est qu'on arrête la présentation et puis qu'on passe justement en fait à la période des questions plus particulièrement. Ça vous convient? Oui. Oui.
Alors, allons-y. Alors, je vous invite tout de même à télécharger le rapport parce que c'est vraiment la pointe de l'iceberg, hein. Comme on le disait là, on parle de plusieurs dizaines de pages qui collectent en fait des données et puis qui ont des données, des faits saillants. Donc, on vous invite justement à aller regarder. Puis, si vous avez la moindre question, bien sûr, on est à votre entière disposition pour en parler de notre côté. Donc, on va hop, arrêter en fait cette présentation-là. Hop, et voilà. Donc, si ça vous convient, en fait, on va vous inviter à lever la main et puis on va vous donner la parole directement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout est permis hein, aujourd'hui. Est-ce que ça a été trop Ou complet, en intense. fait? Trop intense? Trop intense de Ça mon côté? rappelle, moi j'ai un choc post-traumatique, là, me rappeler il y a 2 ans ce qui s'est passé là. Je pense, Stéphane, de ton côté, tu voulais donner la parole à Adina, hein, si je ne me trompe pas, pour l'Access, justement pour qu'elle commente en fait par rapport à certaines mesures qui étaient mises en place, hein, c'est ça? Oui, mais je vois qu'elle est au téléphone là. Donc, Ah, Adina Oui, est là avec nous. ça arrête pas, c'est un feu roulant ici, effectivement. Donc, non, c'est ça, en fait, j'ai écrit dans le chat pour ne pas prendre trop de temps, j'ai écrit un petit peu ce que nous, Access, on avait fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous avons tiré la sonnette d'alarme vers la fin du mois de janvier au niveau ministériel pour dire il y a de plus en plus de personnes qui nous posent des questions parce qu'ils suivaient quand même l'actualité d'autres pays et tout ça. Et puis, bon, le ministère... on va voir si on a besoin de vous, on va vous contacter, voilà, et tout ça. Puis finalement, quand on a vu qu'on a fait un rappel en février, puis il n'y avait rien, et à ce moment-là, on a commencé nous-mêmes à traduire. Puis peu de temps après, on a fermé nos bureaux, mais on a continué le travail à la maison. On s'est ajusté par rapport à l'utilisation de Zoom et tout ça. Et voilà, donc... effectivement, on a vu une grosse mobilisation citoyenne et puis vraiment beaucoup de travail. Puis justement, ce que j'écrivais aussi dans le chat, on est en train de travailler avec un groupe de recherche de l'Université de Québec en Outaouais sur un guide d'intervention qui s'adressera aux milieux communautaires, mais aussi aux organisateurs communautaires du réseau. Le milieu communautaire, il s'est quand même assez rapidement adapté. Cependant, ce qui arrive, c'est que les organisateurs communautaires, ça a pris peut-être un mois avant qu'ils commencent à vraiment amener le communautaire autour des tables, des CIUS et tout ça pour qu'on puisse travailler en concertation. Donc, la concertation a tardé un petit peu. On faisait chacun, on était sur Facebook avec des groupes de discussion pour justement, on disait aux aînés de ne pas sortir, mais le frigo devenait vide. Alors, c'était vraiment des questions urgentes. Puis il y avait aussi des aînés qui ne comprenaient pas bien la langue, donc on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe, comment ça on ne peut pas sortir et tout ça. Donc il y avait eu beaucoup de soucis sur le coup, mais après, voilà, avec toute cette mobilisation, je pense qu'on a fait quand même un bon travail. Merci. Et sinon, oui, au niveau du refus, là, ce que Stéphane est en train d'écrire dans le chat, au niveau du refus, oui, ce n'est pas un refus. Ouais, au départ, c'était un refus. Après ça, c'était comme, bon, Access a traduit, ça circulait beaucoup, puis après ça, c'est la DSP de Montréal qui a pris le relais pour des dispositions spécifiques, notamment OK, les gens déménagent le 1er juillet 2020, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se protège, tout ça, toutes sortes de choses. Donc, ils avaient traduit des éléments spécifiques à la DSP de Montréal. Il y a eu des traductions sur différentes facettes du confinement et tout ça. Et puis après ça, nous, on a traduit au niveau du port du masque et tout ça. Et après, on a eu un mandat au niveau de la vaccination suite à beaucoup d'insistance par rapport au programme de vaccination. Donc, on a eu des vidéos, on a eu des documents, tout ça. Mais ça, quand même, on a eu à faire beaucoup de travail pour convaincre le bien. Mais je pense que cette pandémie, l'avantage de cette pandémie, c'est que ça a montré où est le problème et qu'est-ce qu'il faut faire beaucoup plus rapidement. Donc, ça donne un levier pour nous, parce que nous, on parle de ces choses-là, nous, Stéphane et tous les autres acteurs, on dit, écoutez, les personnes qui ne comprennent pas la langue ou qui sont isolées et tout ça, elles ont vraiment besoin de notre appui. Et puis, des documents qu'ils puissent lire ou voir dans leur langue. Et puis, c'est ça qui est
maintenant, c'est un peu plus clair pour tout le monde. Oui, Donc, tout le monde complètement. a maintenant ce réflexe-là. Mais est-ce que les immigrants, mais est-ce que les CIUS centre-ouest, où est-ce qu'il y a Mhm, beaucoup mhm. d'immigrants, tout ça, a repris ce réflexe-là de Ouais, traduire. Oui, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait au fur et à mesure par rapport à des choses que nous, on sensibilisait depuis longtemps, mais maintenant, on a vu vraiment la nécessité. Donc, bien il sûr. y a eu quand même un côté avantageux à cette pandémie, malheureusement. Merci beaucoup, Dina, pour le commentaire. C'est vraiment apprécié. Puis bravo pour le travail que vous avez fait là. Et puis merci pour la collaboration. Euh, Certains aussi, comme vous le dites, en fait, le rôle qu'a joué en fait la DSP de Montréal a été important, hein, justement dans cette sensibilisation en fait par rapport à la langue, le travail en fait qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont collaboré justement à Sherpa aussi en fait d'une certaine manière. Donc, il y a eu vraiment une collaboration et puis un enjeu par rapport à l'immigration de ce côté-ci. Euh, c'est quand même important en fait de rappeler dans un premier temps en fait que les communautés immigrantes sont tellement variées que c'est compliqué en fait d'avoir une mesure qui va convenir, qui va convenir à tout le monde d'une certaine manière. C'est la variété. Donc, il y a la langue, c'est quelque chose, mais le culturel aussi, c'est important. Donc, ça se retrouve en fait beaucoup dans le rapport. Vous allez voir en fait plusieurs nuances par rapport à ces choses-là. C'est important de le dire parce que la nuance, elle est importante, notamment en fait dans les communautés immigrantes. La deuxième chose aussi, c'est que avant la pandémie, on avait déjà une multitude de problématiques par rapport justement à la condition de vie des personnes immigrantes. Ce qu'on a vu en fait avec la pandémie, c'est que premièrement, plusieurs problématiques ont augmenté, se sont aggravées, et en plus de ça, il y a d'autres problématiques qui se sont rajoutées. Donc là, si on essaie d'envisager en fait la fin de pandémie ou le rétablissement, en fait, comme on l'appelle au cours des mois à venir, ça va être important en fait de réfléchir par rapport à ces deux enjeux-là. Premièrement, en fait, la réduction des inégalités et des problématiques qui étaient présentes avant la pandémie, et en plus de ça, en fait, l'arrêt complet en fait de toutes les problématiques qui ont été créées pendant la pandémie. Donc, ça va être un travail quand même colossal, hein, si je me trompe pas, Stéphane, Adina, je veux pas vous faire peur, hein, mais c'est un travail colossal. Et puis, c'est certain que c'est pas un travail qui va être que du ministère de la Santé, c'est pas un travail qui va être que du ministère de l'Immigration, c'est un travail qui va devoir être fait par une multitude de ministères. On parle ministère du Travail, ministère de l'Éducation, la famille. On parle aussi au niveau du fédéral, plus particulièrement pour justement en fait faire en sorte que le statut soit rapidement en fait réglé pour une multitude de personnes. Donc, quand on parle d'un travail colossal, c'est un travail aussi interministériel ou intersectoriel, d'une certaine manière, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et puis là, si je peux ajouter, Stéphane a amené la préoccupation du projet de loi 96 à juste raison, parce que le projet de loi 96, et j'ai annexé la lettre que nous, on avait présentée par rapport à cela, c'est vraiment que les personnes qui sont au Québec depuis plus que 6 mois devraient recevoir les services uniquement en français. Donc, on n'aurait même plus accès aux interprètes après 6 mois là. Donc, la femme qui est enceinte, qui a accouché, qui est restée tout le temps à la maison et qui n'a pas eu le temps de faire des cours de français, ben, too bad for her. Et puis, nous, on a amené nos préoccupations, la lettre, elle est dans le chat, par rapport à ces éléments-là, parce qu'on pense que le délai est beaucoup trop court et ça ne tient pas compte des cas spéciaux ou des enjeux, notamment pour les requérants de statut de réfugié et tout ça. Donc, on a vraiment une grosse préoccupation. Et puis, on s'inquiète aussi parce qu'il y a des dispositions dans la L4S, dans la loi sur la santé et services sociaux, par rapport à ces éléments-là, tenir compte des considérations géographiques au niveau des personnes, le droit à l'interprétariat. Ce sont des articles que Access a réussi à mettre dans la loi il y a 31 ans. Et puis maintenant, cette loi-ci, c'est un recul par rapport à ce qui est déjà dans la loi de la santé et des services sociaux, notamment, mais on parle de tous les services publics. Nous, on s'est concentré sur les services sociaux et de santé, mais on parle de tous les services publics qui sont concernés par le projet de loi 96. Donc, je ne sais pas à quelle étape sont rendus les travaux, mais c'est très préoccupant, effectivement. Merci, Dina, pour ce commentaire. Il est 12h05. Les personnes ont envie de manger, très certainement. J'aimerais remercier à nouveau François, Stéphane, le travail de tous les partenaires qui ont collaboré à un rapport comme celui-ci.
Anne-Marie, justement, qui était derrière la technique pour justement accepter les personnes et puis mettre également l'ensemble des commentaires en exergue. C'est un rapport qui vous appartient désormais. C'est à nous de le partager au plus grand nombre et on espère en fait que c'est un rapport qui va faire changer les choses. On a déjà en fait des commentaires qui sont très positifs. Donc, n'hésitez pas à le partager. Ça va être notre plus grande réalisation ensemble. Donc, on se dit à très bientôt, on espère, et puis dans de meilleures conditions également. Et puis, si vous avez le moindre commentaire, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Ça nous fera plaisir de vous répondre et de vous faire parvenir en fait le document nécessaire, le cas échéant. Donc, merci à nouveau pour votre temps et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Merci.